Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Au sommaire de ce lundi, les illuminations de Noël avec le PDG de Blacher Illumination qui équipe les 2/3 des villes françaises. On verra notamment comment la LED blanche permet de faire de substantielles économies d'énergie et donc de budget. Notre débat du jour portera sur la mobilisation des COMEX dans la stratégie RSE. Je recevrai Agnès Rambaud-Paquin qui dirige le cabinet des enjeux et des hommes, et puis aussi Rémi-Pierre Lapran, directeur de projet RSE chez Maison du Monde. Et puis dans Smart Ideas, vous allez découvrir la livraison collaborative avec le fondateur de Shopopop. Voilà pour les titres, on les développe tout de suite. On a une demi-heure devant nous, c'est Smart Impact. Elles incarnent l'esprit de Noël dans nos villes. On découvre le marché, le secteur des illuminations avec le leader européen et son PDG, Johan Hugues. Bonjour. Vous m'entendez bien? On va commencer par un petit test technique déjà. Oui, je vous entends très bien. Ça marche très bien. Blacher Illumination, c'est une entreprise familiale depuis 40 ans, basée à Apt. On va parler évidemment de vos engagements RSE dans un instant. Mais d'abord, comment vous sortez, je pose cette question tout au long du mois de décembre à mes invités, comment vous sortez de cette année 2020, dans quel état financier ? On va dire qu'on est passé à travers les flocons de neige, pour ne pas dire à travers les gouttes. Oui, on a eu peur, mais finalement... les villes ont bien joué le jeu, elles ont illuminé comme d'habitude pour dynamiser les centres-villes et mettre du sourire sur les visages, derrière les masques. Et aussi, on a aussi pas mal travaillé sur l'international, ce qui nous a permis de sortir notre épingle du jeu. Alors on va parler de tout ça, mais vous disiez les municipalités françaises finalement, elles jouent le jeu. Est-ce qu'elles ont quand même réagi ou commandé avec retard, hésité d'une certaine façon ? Oui, le premier confinement a été assez compliqué parce qu'il a gelé toutes les procédures d'appel d'offres, de projets du mois d'avril, mai, etc. Ça c'était compliqué, donc tout a été décalé. Donc ça a été une saison assez compliquée dans le fait qu'elle a été très concentrée sur les derniers mois d'année, qui sont déjà normalement très très chargés. Mais on avait anticipé, on avait préparé. Nos équipes, nos stocks, et donc on a su faire face et finalement faire une saison relativement normale. Alors, je le disais en titre, on va regarder quelques-uns de vos chiffres clés. Blacher Illumination équipe 65% des villes françaises. Vous êtes présent dans plus de 100 pays, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Et vous venez de l'évoquer, cette période de fin d'année, elle est essentielle. 90% du chiffre d'affaires réalisé en fin d'année. Est-ce que les annulations, on entend beaucoup quand même de marchés de Noël annulés. Est-ce que ça, pour le coup, c'est un coup dur, du business perdu ? Oui, alors c'est un coup pour nous, c'est assez. Il y a des marchés de Noël, mais c'est pas les plus gros budgets, donc il y a eu effectivement des annulations. Essentiellement, on a essayé de travailler sur des reports sur des années futures, mais ça n'a pas été un trop gros impact. Les marchés de Noël, c'était surtout un impact pour les commerçants, je pense, pour la dynamique des centres-villes qui s'attendaient à avoir des marchés de Noël et qui ont été annulés, mais sinon, pour nous, ça n'a pas été un impact trop important. Un mot de votre rayonnement international présent dans plus de 100 pays. Vous nous citez quelques villes comme ça, faites-nous voyager, parce qu'on ne voyage pas beaucoup en ce moment, quelques sites prestigieux. On a 27 filiales aujourd'hui implantées, filiales propres à travers le monde. Donc, pour les plus européennes, on va parler de Londres, Milan, en Espagne, partout, Moscou. Et cette année, on a décroché quelques belles affaires sur les États-Unis et New York, ce qui est assez paradoxal et plein de symboles. Donc on a décoré la 5e avenue et un grand centre commercial, Hudson Yard, en plein cœur de Manhattan. Alors on va voir des images de Moscou, décrocher un marché en Russie, ça se passe comment ? Vous avez une filiale et des Russes qui travaillent avec vous, ou alors c'est vous qui allez au charbon ? Comment ça se passe ? Au départ, on prend un bâton de pèlerin et on y va. On contacte, on rencontre des personnes, les mairies, les gens en place, on fait des présentations. Après, on a des partenaires. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire russe sur place et qui nous représente.
et qu'on accompagne dans les projets spécifiques. Et voilà, donc la création elle continue à se faire ici, à Apt en Provence. Donc toute la partie créative est réalisée ici. Une partie de la production, tout ce qui est sur mesure aussi, est fabriqué ici. Et après, on a des relais sur place pour la partie installation, bien sûr, pour gérer, parce que c'est quand même des projets assez colossaux. Et donc là, de personnes sur place. Donc un engagement RSE, on va parler de consommation d'énergie pour commencer. Depuis quand vous vous êtes engagé dans cette réflexion sur la consommation des illuminations de Noël? Alors, je vais vous dire, on a depuis presque la création d'entreprise, parce que l'entreprise a été créée début des années 70 par mon oncle. Premier choc pétrolier, donc effectivement à l'époque pas de LED, mais des besoins d'économie d'énergie, donc des astuces de fausses ampoules, des ampoules miroirs pour donner toujours de l'illumination, on va dire, fictive pour réduire les consommations. Après, fin des années 80, mon oncle a innové, a trouvé le cordon de mie, le fil lumière, qui est on va dire, qui a un produit qui a révolutionné les illuminations, qui divisait déjà la consommation entre les ampoules classiques par 15. Et puis début des années 2000, on a investi dans la LED massivement pour en 2003, à partir de 2003, avoir 100% de notre production basée sur la LED. Donc ça fait déjà quelques années qu'on maîtrise la LED très bien, et effectivement avec encore une consommation divisée par 10 sur nos décorations. Donc la LED, c'est quand on dit une consommation divisée par 10, c'est directement 10% de budget en moins pour les mairies. Comment ça se passe en fait? Oui, sur la consommation, tout à fait. La consommation, on divise la consommation, donc la facture d'électricité par 10 aussi. Donc c'est direct sur le portefeuille. Alors, les illuminations, ça fonctionne que 2 mois par an, donc ça pourrait être comparé à la consommation d'une ville globale, c'est pas beaucoup, mais comme toujours, ce sont toujours les petites gouttes qui font les rivières, et donc effectivement les grands fleuves. Donc c'est comme ça que on continue à économiser. Et puis on a aussi des innovations qui arrivent de systèmes de gestion aussi de l'éclairage, pour éviter que les décors fonctionnent toutes les nuits de façon continue. Donc on peut aujourd'hui piloter des systèmes de gestion intelligente qui nous permettent d'éteindre les lumières, mettons de minuit à 6 heures du matin, de façon à ce qu'on continue à faire des économies. Alors il y a d'autres innovations que vous avez mises au point. En préparant l'émission, j'ai découvert ce mot, le bioprint. C'est quoi le bioprint ? Alors bioprint, c'est une invention que nous avons créée il y a près de 3-4 ans maintenant. Nous avons lancé sur le marché. Au préalable, un décor était fabriqué en aluminium, à 100% en aluminium. C'est toujours le cas pour la plupart de ce qu'on voit dans le monde. Et notre innovation, c'était de remplacer l'aluminium, qui est assez énergivore en termes de production, de le remplacer par un bioplastique qui donc à base de bioéthanol de canne à sucre. Et donc on réalise donc des granulés de plastique, bioplastique, qui sont biosourcés, garantis sans OGM. On fabrique notre structure donc en bioplastique. Elle est elle-même recyclable en interne chez nous pour pouvoir, le jour où, au bout de 3-4 ans, quand le décor n'est plus à la mode, on peut le recycler dans un autre décor. Et en fin de vie, via du compost industriel, le plastique est aussi biodégradable. Donc c'est un décor qui est en fait très éco-responsable, et après qui est habillé de LED bien sûr pour la partie consommation d'énergie, mais le décor de tout son processus nous a permis d'économiser 80% d'aluminium, et donc d'avoir un impact aussi divisé par 10 des émissions de CO2 sur le processus de production de l'aluminium, au profit du bioprint. C'est une demande des municipalités, c'est-à-dire que est-ce que vos clients vous mettent une pression un peu constante pour être de moins en moins énergivores en quelque sorte? Tout à fait. C'est aujourd'hui des critères. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, on a des critères de pondération sur les notes qu'on a sur les appels d'offres pour pouvoir être mieux placé, et le côté éco-responsable est aujourd'hui totalement intégré et prend de plus en plus de poids dans les décisions des villes sur les solutions
dans ce qui nous concerne d'illumination, oui. Donc on doit continuer à innover et d'apporter des solutions pour se démarquer et garder toujours une longueur d'avance par rapport à nos concurrents, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça veut dire que vous faites aussi ou que vous êtes également comptable de votre empreinte carbone en tant qu'entreprise, que Blacher Illumination, pas seulement des produits que vous livrez ? Il faut commencer d'abord, il faut savoir, avant de dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut commencer à balayer devant sa porte. Donc ça, c'est vrai qu'on a toujours eu cette attitude-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique RSE, nous avons une politique RSE qui est en place et qui a démarré depuis 2 ans maintenant dans l'entreprise. Et effectivement, dans tous nos processus, nos actions, on parle d'éco-conception, etc. On a toujours une approche aujourd'hui dans tous les process de l'entreprise d'avoir une démarche éco-responsable, tout à fait. Merci Johan-Hugues Bonvent à Blacher Illumination. Voilà tout de suite notre débat sur le rôle du COMEX dans la politique RSE. Notre débat du jour porte donc sur la mobilisation des COMEX dans la stratégie RSE, dans la formulation de la raison d'être. Je reçois Agnès Rambaud-Paquin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez, heureux de vous retrouver, le cabinet des enjeux et des hommes. Et puis avec nous en visioconférence, Rémi-Pierre Lapran, qui est directeur de projet RSE chez Maison du Monde. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien. Bon, parfait, la liaison est bonne depuis Nantes. Pourquoi, déjà, on va poser la question toute simple, de base, pourquoi mobiliser le COMEX dans la définition de la raison d'être ? Est-ce que c'est une évidence de le faire ? Agnès Rambaud-Paquin. Si on considère la raison d'être uniquement comme un slogan de communication, je pense qu'il n'est pas forcément utile de déranger le COMEX avec cela et on peut se contenter de lui demander de choisir en bout de processus, dans une réunion finale, entre 3 hypothèses de phrases. Mais si, comme on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est un exercice vraiment stratégique qui amène à s'interroger sur le business model de l'entreprise, son utilité et puis son futur, c'est absolument clé. Et moi, je me dis même qu'aujourd'hui, c'est un indicateur un peu incontournable, finalement, le nombre de réunions consacrées et la durée de ces réunions. Et on peut retourner la question, quels sont les risques à ne pas le faire, à ne pas mobiliser le COMEX ? Alors, moi, je pense que les risques à ne pas le faire, c'est d'avoir un COMEX exposé à des interpellations externes. On le voit en ce moment, alors pardon de reprendre cet exemple, mais vous avez vu qu'au moment de l'annonce des suppressions d'emplois de Danone, forcément, Emmanuel Faber a été vraiment à la une des journaux, avec même une interpellation de Novetic que j'ai vue cette semaine sur l'injonction paradoxale qu'il y a entre responsabilité et puis rentabilité du capital pour les actionnaires. Donc voilà, on risque d'avoir ensuite des COMEX qui sont en porte-à-faux par rapport à des interpellations externes. Et effectivement, et un grand patron lui-même en difficulté en termes de communication. C'est ce qu'on a vécu ces derniers jours avec le patron de Danone. Rémi-Pierre Lapran, vous êtes en train de travailler à votre raison d'être. Comment vous associez ? Est-ce que vous associez le COMEX ? Oui, on est en train de faire cet exercice et comme le dit Agnès, c'est essentiel pour nous d'associer le COMEX dès le départ parce que le sujet de la raison d'être qui vise à remettre la responsabilité au cœur de la stratégie est souvent porté par la RSE et un des écueils importants, c'est que si on le porte uniquement avec la RSE sans mobiliser l'ensemble des fonctions du COMEX, on risque de le considérer comme un nouveau combat d'engagement, alors sur la préservation de la biodiversité, le zéro plastique et le décorréler du modèle économique de l'entreprise. Et du coup, pour nous, ça a été très important de les intégrer et de se poser la question tout de suite que Maison du Monde, nous, on est concepteur, distributeur de mobilier et d'articles de décoration, et donc que notre raison d'être doit nécessairement porter autour de ça et impliquer l'ensemble des métiers. Donc c'était très important de faire cette pédagogie dès le départ pour que tous les membres du comité exécutif, donc nous, on a à la fois la direction de l'offre, la direction RH, la direction marketing, etc., que tout le monde s'approprie le sujet et le place au bon niveau et qu'on explique qu'on n'est pas dans un exercice de communication, dans une plateforme de marque, dans un nouveau combat d'engagement RSE, mais bien dans une vision stratégique plus large qui nécessite de travailler de manière collaborative au plus haut de l'entreprise. Mais alors c'est ça qui est intéressant parce que ce travail collaboratif, il se fait évidemment, on en a déjà parlé ici même en débat, avec les salariés. Donc il faut réussir à mener cette double consultation en quelque sorte en parallèle, en symbiose.
Oui, exactement. Il y a ce travail ça reste un exercice de définition stratégique. Donc forcément, le COMEX, qui est l'équipage du bateau avec la direction générale qui donne le cap, si je peux utiliser cette comparaison, doit prendre les décisions et donner la vision stratégique. Et évidemment, c'est important. Et nous, on l'a fait en amont dans un premier temps, et on va continuer à le faire dans les phases de finalisation de notre raison d'être, d'impliquer les collaborateurs pour comprendre quelles sont les valeurs, quels sont les messages les plus importants en termes de responsabilité, en termes d'attente, en termes de sens au travail que les collaborateurs attendent, qui viennent alimenter le COMEX, qui ensuite décide sur la base de ces travaux préliminaires et de l'historique de l'entreprise et de sa vision stratégique, quelle va être la raison d'être qui va nous guider pour ces prochaines années. Agnès Rambaud-Paquin, le baromètre des grandes entreprises qui est publié par Eurogroup Consulting, qui est sorti en janvier dernier, montre, alors moi j'ai été surpris par ce chiffre, le risque de réchauffement climatique n'est jugé préoccupant que par 24% des dirigeants interrogés. C'est presque contradictoire avec ce qu'on ressent par ailleurs et d'ailleurs avec d'autres études. Est-ce que vous sentez croître quand même l'implication des dirigeants ? Oui, moi je la sens croître, que ce soit dans les grands groupes ou dans les PME. Moi je cite souvent aussi le baromètre qui est produit par Price pour Davos chaque année, le CEO Global Survey, qui montre quand même que ces sujets sont de plus en plus adressés et considérés comme des facteurs de risque, que ce soit les sujets environnementaux ou les sujets sociaux. Et après, quand on descend à la maille des COMEX, on se rend compte que l'aptitude à adresser ces questions-là, et notamment de façon collective, est plus ou moins variable. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est votre job d'accompagner les entreprises dans cette démarche, entre autres. Il y a un peu tous les cas de figure dans la réaction des COMEX ? Oui, il y a tous les cas de figure parce que souvent, d'ailleurs, un COMEX est composé de personnalités qui travaillent quand même principalement en tuyaux d'orgue sur leur domaine d'expertise. Et tout l'enjeu, d'ailleurs, de la raison d'être, ça va être de travailler à une vision commune des défis globaux auxquels l'entreprise va s'adresser. Moi, ce qui me marque en ce moment, on a une vingtaine d'expériences d'accompagnement sur la raison d'être derrière nous. Et je vois vraiment des disparités très fortes entre des équipes de direction qui sont prêtes à se prêter à cet exercice, y compris par exemple alimentés par des prospectivistes qui les aident à se projeter à très long terme, et puis d'autres qui sont plutôt réfractaires, voire parfois même de façon idéologique, opposés à l'idée de réfléchir à la raison d'être, à la loi Pacte ou au gouvernement qu'il y a derrière. Donc voilà, on n'est jamais devant les mêmes cas de figure. Ouais, ça c'est intéressant. Alors si on se place sur une espèce de frise chronologique dans un calendrier, c'est quand le bon moment pour impliquer le COMEX dans la conception ou la définition de cette raison d'être? Alors nous, on dit souvent, puis je laisserai Rémi-Pierre compléter aussi, mais que c'est très intéressant de le faire en amont d'un plan stratégique. Parce que si on considère que la raison d'être nous projette sur un temps plus long et que c'est l'étoile polaire, le plan stratégique, qui est en général sur des échéances plus court terme, 3-5 ans, s'en inspirera. Donc je trouve que c'est plutôt un bon moment juste en amont du plan. Justement, on va prendre le cas d'école de Maisons du Monde. Rémi-Pierre, vous l'avez intégré à la réflexion. À quel moment le COMEX ? Nous, le COMEX, on a essayé de l'intégrer le plus tôt possible, notamment parce que notre directrice générale, Julie Valbaum, portait cette vision-là et cette volonté dans le plan stratégique de Maisons du Monde de réconcilier business et responsabilité, qui était ce qui a vraiment guidé la réflexion. Et ce qu'on a fait pour embarquer ensuite l'ensemble du COMEX, c'est de la pédagogie, et on a alimenté justement pour remettre un peu tout le monde au même niveau sur ce qu'est une raison d'être et quels sont les enjeux, par une revue de presse. Nous, quand on a travaillé, c'était notamment en début d'année pendant le premier confinement, avec une revue de presse sur les évolutions du retail, le fameux monde d'après dont on parlait beaucoup à ce moment-là, et toutes ces réflexions qui sont venues alimenter le COMEX. Et c'est important que dès le départ, ils aient cette vision-là et qu'on n'arrive pas avec une proposition déjà construite ou trop construite qui leur permette pas de se projeter et d'inscrire ça dans les plans stratégiques. Parce que Agnès a raison de dire nous, on travaille en tant qu'entreprise cotée souvent sur des plans stratégiques à 3, 4, 5 ans maximum. Et on a besoin, à travers cette raison d'être, de décaler un peu ce planning-là. Et la raison d'être doit survivre à ces plans stratégiques et va venir en guider plusieurs. Et c'est effectivement cette étoile polaire, étoile du Nord, qui doit guider toutes les décisions ensuite. Mais alors, je vous entends nous dire que vous avez travaillé pendant le premier confinement sur cette réflexion. Est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué en ce moment, où on est plutôt
je sais pas, à regarder trimestre par trimestre, vous voyez ce que je veux dire, si le business redémarre ou pas, où on en est des difficultés. Est-ce que c'est pas d'autant plus difficile de se mobiliser sur de la réflexion à long terme ? Si, c'est forcément plus difficile parce qu'on a des exigences de résultats et des incertitudes très fortes, mais c'est aussi une bonne occasion pour le faire parce que si on arrive à dégager, c'est ce qu'on a réussi à faire, dégager suffisamment de temps pour la direction générale, pour le COMEX dans son ensemble, de prendre ce temps de recul, de réflexion pour se projeter à plus long terme, c'est le bon moment de penser les transformations aujourd'hui quand on voit les situations, l'évolution des modèles économiques et même l'évolution des maisons pour Maisons du Monde. Avec le confinement, on s'est tous retrouvés à ce que nos maisons ou appartements deviennent des lieux de travail, des salles de classe, des salles de sport. Donc forcément, c'est le bon moment, je pense, pour se poser ces questions sur qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on est, qui on est et quel est notre modèle dans le futur en intégrant plus de responsabilités. Et puis je vais vous poser la même question, dernière question à tous les deux. Je commence avec vous, Rémi-Pierre. Est-ce qu'il y a une part de renoncement dans la définition d'une raison d'être ? Il peut, forcément. Je pense que si la raison d'être est bien calée et bien ancrée, il y a une part de renoncement qui peut arriver. Nous, on n'a pas encore eu à renoncer à des projets spécifiques, mais dans l'exercice qu'on est en train de faire actuellement, c'est de redescendre justement cette raison d'être avec l'ensemble des métiers pour s'assurer que tous les projets qui sont portés par les différentes directions soient bien alignés avec cette raison d'être parce que c'est la crédibilité de notre raison d'être ensuite qui doit donner le sens à l'ensemble de nos collaborateurs, de l'hôtesse de caisse dans nos magasins, au contrôleur ou à la contrôleuse de gestion, au siège. Donc tout le monde doit s'y retrouver. Donc forcément, il y a un souci de cohérence et donc potentiellement, si des projets sont pas cohérents avec cette vision, on les dépriorise et on en priorise d'autres. Alors, même question, la notion de renoncement, c'est difficile de la faire accepter quand on est dans cette phase de définition ? Oui, c'est difficile, mais dès lors qu'on s'adresse au business model, on va être forcé de prendre des orientations. Moi, je parlais beaucoup de renoncement avant, et maintenant, j'essaie plutôt de parler d'opportunités parce que nos clients nous y amènent aussi. Et puis, je voudrais peut-être terminer par un point. Dans la mesure où la raison d'être s'adresse à l'ensemble des parties prenantes, ça force les COMEX à sortir de leur exercice habituel qui est de prendre la parole lors des roadshows financiers en AG et d'avoir un exercice plus global en s'adressant au grand public. Alors, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être davantage les exposer, mais je pense aussi que c'est une occasion pour les membres de l'équipe de direction de porter les valeurs de l'entreprise à l'extérieur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Smart Ideas et on découvre la livraison collaborative. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Johan Rico, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Shopopop. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créé ? En 2016. Et pourquoi ? En fait, parce qu'on voulait trouver un modèle de livraison qui soit intelligent et durable. Donc on a su faire ça en reprenant un usage en fait qu'on connaît qui est le covoiturage initié par Blablacar, où un particulier va profiter finalement d'un de ses trajets pour récupérer un colis, des courses, les livrer à quelqu'un sur sa route, un voisin, et récupérer quelques euros pour le service rendu. Ouais, c'était vraiment votre modèle de départ en quelque sorte, Blablacar, parce qu'on dit toujours Shopopop, c'est le Blablacar de la livraison. Ouais, c'était effectivement le modèle de départ. Il y a une inspiration qui est un peu plus lointaine, qui est notamment liée à Antoine, mon associé, qui a travaillé en Inde, où je ne sais pas si vous connaissez le modèle des Dabbavala, où avec l'acheminement de la livraison de produits, de repas au bureau des gens le midi. Magnifique film sur ce thème dont je n'ai plus le titre en tête. Lunchbox qui raconte une histoire d'amour entre celle qui cuisine et celui qui va récupérer la Lunchbox. C'est ça. Donc vous êtes inspiré en quelque sorte de ce système aussi ? En partie, oui, en partie. En fait, c'était comment est-ce qu'on arrive à avoir de la livraison hyper performante à travers une communauté finalement d'utilisateurs et en s'appuyant aussi sur des transports doux, donc qui est très vrai en Inde et qui aussi rentre dans notre modèle puisqu'on fait des livraisons en mutualisant pour partie un trajet. Donc on s'appuie sur cette logique du transport partagé pour éviter d'avoir des camions sur les routes, ce genre de choses. Et on a aussi, en fonction des typologies de produits, des livraisons qui sont faites à vélo, à pied, en transport en commun. C'est quoi votre modèle économique ? Comment vous payez ? Alors le modèle économique, il est pour partie avec les distributeurs. Donc on a des partenariats avec les enseignes, donc grands distributeurs alimentaires spécialisés et commerçants de proximité, donc qui souscrivent en fait à l'offre de services Shopopop. Et ensuite on va aussi prendre une petite commission sur la mise en relation qu'on va faire entre ce consommateur qui se fait livrer et le particulier qui réalise cette livraison. Donc c'est assez proche
proche de ce qu'on connaît sur les commissions Blablacar, Airbnb. D'accord. L'histoire de Shopopop, elle commence à Nantes, c'est ça? Elle commence à Nantes. Vous en êtes où de votre rayonnement, de votre développement national? Alors aujourd'hui, c'est un service qui est accessible partout en France. On compte un peu plus de 200 000 téléchargements de notre application, donc des gens qui vont pouvoir faire ces livraisons. Ça représente plus de 700 000 maintenant livraisons effectuées depuis la création. Et on vient d'ouvrir également notre service en Italie, au Portugal et en Belgique. Qui sont vos coursiers, en quelque sorte, vos livreurs, je sais pas, ou vos shop-hoppers, je sais pas quel terme vous employez. Ouais. Est-ce qu'il y a un profil type? C'est beaucoup d'actifs en fait, des personnes qui vont profiter d'un trajet domicile-travail, travail-domicile. On a aussi tous les gens qui sont très connectés sur les applications, donc je vais pas les reciter, mais voilà, on les connaît, toute la mobilité. Et on a aussi une petite partie d'étudiants et jeunes retraités qui conservent. Mais est-ce que certains, il y a un risque quand même que certains deviennent un peu des professionnels de la livraison, et donc là on sort du modèle d'origine? On y fait très attention, on a mis en place des verrous techniques dans l'application pour limiter l'usage, pour faire en sorte que les gens restent bien dans cette dynamique collaborative et qu'on passe pas la frontière vers l'ubérisation, qui est souvent aujourd'hui aussi décriée quand on voit tout ce qui se passe chez Deliveroo et autres. Donc on fait attention à ça. Et aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, un utilisateur fait, on va dire, une dizaine de livraisons par mois. Donc on est très très loin de pouvoir revendiquer un travail et un salaire à l'utilisation de Shopopop. Un mot du confinement, parce que je pense que vous faites partie des entreprises ou des secteurs qui ont plutôt bénéficié, trouvé de la croissance grâce à la situation. Ouais. On a accompagné tous les distributeurs qui étaient dans ces enjeux de livraison à domicile des clients confinés. Pour prendre des chiffres, on a multiplié par 4 nos volumes d'activité mensuellement. Donc c'était effectivement, on va dire, une année assez particulière sur le plan effectivement sanitaire et pour nous l'activité, mais on en sort plutôt grandi. Eh ben c'est bien d'avoir des secteurs qui en sortent grandis et qui trouvent de la croissance dans ce marasme. On peut même dire que votre plateforme, elle fait partie des solutions. On parle beaucoup de digitalisation des commerces. La France est très en retard en la matière. On a moins d'un quart des commerces qui ont une solution de digitalisation. C'est une des options pour aller vers la digitalisation? C'est une des options. En fait, on vient nous positionner juste la solution de livraison. Donc, effectivement, on est aussi confronté aux enjeux de ces commerçants, alors souvent plutôt de proximité que les grands groupes, sur la digitalisation, le e-commerce, comment est-ce qu'on fait pour vendre des produits sur un catalogue Internet. Donc, nous, on est juste cette brique, en fait, de livraison à domicile, mais qui a un vrai enjeu aujourd'hui pour cette capacité à continuer à maintenir de l'activité. Et aussi parce que quand on prend, encore une fois, le recul sur cette année, on a accompagné plus de 1000 commerçants partout en France sur des enjeux de livraison en 2 heures. Et ça, des acteurs, même comme Amazon, ne peuvent pas le faire, ne savent pas le faire. Merci beaucoup. Merci, Johan Rico. Bon vent à Shopopop. Bravo pour cette belle idée, pour la croissance de ces derniers mois. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. C'est la chaîne des audacieuses et des audacieux.